Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, nous commentons l'actualité avec aujourd'hui Régis de Castelnau. Bonjour Régis. Bonjour Valérie. Vous êtes avocat, vous publiez vos pensées, vos réflexions sur un blog Vue du droit. Vous avez publié une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes également membre de la rédaction de Front Populaire. Jonas Haddad, bonjour, conseiller régional de Normandie. Vous êtes également avocat. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes également le fondateur d'Ensemble contre la peine de mort et Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour. Et on vous retrouve sur YouTube avec votre chaîne de débat Les Indécis. On va parler de la loi immigration. On va parler des parents défaillants, la proposition d'Aurore Berger de sanctionner les parents dont les enfants auraient commis des infractions, des incivilités. Et puis refus d'obtempérer, 2 morts en Seine-et-Marne. Ça continue. Bref, on commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alex, c'est un coup de cœur? Oui, c'est un coup de cœur. We Will Dance Again, c'est le nouveau tatouage de l'otage franco-israélienne, Mia Cham, cette franco-israélienne de 21 ans, vous savez, qui a été enlevée et séquestrée pendant 55 jours par le Hamas dans la bande de Gaza, avant-hier. Sur ses réseaux sociaux, elle a affiché sur son avant-bras, c'est très fort de symbole, sur son avant-bras, son nouveau tatouage We Will Dance Again, qui veut dire nous danserons à nouveau. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique, parce qu'en dessous elle met la date 7 octobre 2023 en disant qu'elle n'oubliera pas ceux qui ne sont pas revenus, ceux qu'on n'a pas encore ramenés, et qu'elle retournera danser. C'est magnifique parce que finalement ça dit beaucoup de choses de ce peuple israélien, de ce peuple israélien qui a subi, ce peuple juif aussi, qui a subi au long de l'histoire plein de drames, pogroms, Shoah, parmi tant d'autres, et pogrom de Russie, je voulais dire, et aussi donc le 7 octobre 2023, et elle n'oubliera pas ceux qui ne sont pas encore revenus quand elle ira danser. Et je crois que c'est important de le dire parce que vous avez encore aujourd'hui près de 120 otages qui sont retenus par ces terroristes du Hamas, dont on ne parle pas, dont 4 franco-israéliens, dont on ne parle pas du tout, même en France, dont les 2 papas, vous savez, dont les enfants ont été libérés il y a quelques jours. Et je trouve ça bien, en fait, qu'on puisse avoir un peu de lumière avec ce message, avec cet avant-bras. Je le répète parce que c'est fort de symbole. Cet avant-bras, ce tatouage, il faudra écouter ce qu'elle a raconté le moment où elle voudra parler. Donc voilà, c'était un coup de cœur un peu différent, avec un peu d'espoir et un peu de lumière. Et Dieu sait que la lumière fait du bien en ce moment. On continue. Michel Taube, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un petit peu une forme d'exaspération. D'abord, je voudrais saluer le coup de cœur, parce que finalement, la vie est plus forte que la mort, et la joie, la danse. Parce que la danse, c'est quand même très important, je pense, dans la culture de toutes celles et ceux qui résistent à l'islamisme radical. Il faut pas oublier que pour les islamistes, la danse, la musique sont interdits, sont l'incarnation du mal. Et donc, malheureusement, dans la tragédie, dans le crime contre l'humanité du 7 octobre, le fait qu'il s'en soit pris à une rave party, c'était malheureusement porteur d'une symbolique extrêmement puissante de cette guerre à laquelle nous sommes confrontés. Donc, bravo pour ce choix. Et voilà. Alors, donc moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, Gérald Darmanin, franchement, c'est de la communication, quoi. Il a annoncé la prochaine dissolution d'Academia Christiana. Donc, ce n'est pas une société privée de formation aux valeurs chrétiennes. C'est, je veux dire, une académie de formation, d'éducation. Non, c'est un mouvement catholique traditionnaliste d'extrême droite que je ne connaissais pas et dont il a annoncé la prochaine dissolution au Conseil des ministres sous prétexte que c'est une mouvance qui légitime la violence et le recours aux armes. En fait, franchement, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Parce que des groupuscules de personnes qui sont effectivement certainement dangereuses, elles se sont déjà, à mon avis, à la seconde où l'annonce a été faite de leur prochaine dissolution, reconstituées sous d'autres noms, d'autres formes d'organisation. Je pense que franchement, c'est vain. Et après,
Et donc, si vous voulez communiquer pour ne pas obtenir des résultats efficaces, c'est totalement contre-productif. Donc, je pense que Gérald Darmanin, qui s'est fait une spécialité d'annoncer des dissolutions de mouvances, certes violentes, certes sur des idées très condamnables, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, honnêtement, c'est pas cela qui va permettre de remettre de l'ordre public dans notre société, dont notre société a pourtant grand besoin. Non, mais c'est. Alors, je sais pas, moi, oui, Régis. Valérie, je voulais dire un petit mot là-dessus parce que Academia Christiana, c'est le schisme Lefebvre, comme dans le film Les Nouveaux Monstres. Schisme Lefebvre. Ce sont les adeptes de Saint-Pie V, que j'en ai connu quelques-uns, des espèces d'allumés. Bon, je suis d'autant plus à l'aise pour en parler que je suis moi-même athée. Mais ça suffit, Monsieur Darmanin, ça suffit. C'est un pur délit d'opinion. Alors on dit qu'ils sont identitaires. Je sais pas, j'ai été voir. Ils parlent de l'identité de la France. Ils disent que c'est le Christ roi qui doit être honoré, etc. Donc je trouve ça grotesque. Mais Darmanin systématiquement piétine les libertés et il le fait dans un souci de propagande éhontée parce que qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu équilibrer l'offensive qu'il lançait contre le lycée Averroès. Offensive qui est liée aux enseignements qui y sont dispensés. Il y a quand même de sacrés problèmes. Donc, hop, on tape sur des groupuscules, je pèse mes mots, inoffensifs, pour essayer d'équilibrer, mais surtout on prend de très très mauvaises habitudes. C'est-à-dire que la liberté d'association existe, la liberté d'expression et de manifestation existe, la liberté d'opinion est sacrée. On a le droit de penser ce qu'on veut dans sa tête. Eh bien, Monsieur Darmanin passe son temps à les piétiner en violant la Déclaration des droits de l'homme. Moi, je suis scandalisé. Alors, ça peut apparaître paradoxal, vu ce que je pense du ridicule des convictions de ces gens, mais ça suffit, quoi. Parce que ce sera qui les prochains? Non, simplement, alors, Alex Darmon. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'il faut arrêter de dissoudre à tour de bras des associations. Le message est complètement brouillé voilà, ça veut dire que demain vous faites une association d'amicales de copains qui aiment bien le PSG. Si vous avez des chants homophobes, ce qui est le cas dans les tribunes, et c'est bien malheureux, votre association sera dissoute. Néanmoins, sur cette association-là particulièrement, c'est pas que des armes ou quoi. Enfin, je vous dis si je me trompe, mais je crois bien que c'est cette association qui, pendant l'été, avait qualifié les Juifs de sous-hommes à un moment donné. Donc ça va plus loin. Non, c'est pas eux. Vous vérifierez, Régis. Ce qui s'est passé, c'est pas ça. Il y a eu, elle a été dissoute, celle-là aussi. C'était dans une espèce d'université d'été. Il y avait un illuminé qui avait dit que c'était une erreur parce que ça avait ouvert la voie à la dégringolade de la France, qu'on ait donné la nationalité. Vous savez, c'était Robespierre d'ailleurs, qui avait donné la nationalité française aux Juifs. Donc c'était ça. C'était déjà. Non. Vous aviez un orateur qui aurait dû être poursuivi, qui aurait dû peut-être être poursuivi. Mais si vous voulez, le contrôle de la liberté d'expression, c'est a posteriori par le juge. C'est pas Monsieur Darmanin. Peut-être qu'on que ça démontre juste une chose, c'est qu'en fait, l'exécutif tel qu'il est actuellement n'exécute plus. Et comme il n'exécute plus et que la sécurité ne règne plus, l'ordre ne règne plus, on se contente de dissoudre des choses qui sont déjà en fait moribondes, non, enfin pas moribondes, mais pas moribondes. Et je vais vous dire, par exemple, lorsque vous avez aujourd'hui sur notre sol encore des dizaines, et c'est dit par le ministre de l'Intérieur lui-même, de mosquées qui prêchent un islam radical qui ne sont pas fermées. Ces mosquées-là ne sont toujours pas fermées, et des gens qui là ont des appels très clairs au djihad, pour le coup, tous les vendredis, et que par ailleurs, si je reprends ce qui s'est passé à l'occasion des émeutes, les condamnations n'ont pas été faites, puisque par nature, vous n'allez pas dissoudre des groupes entiers de personnes qui se trouvent dans les banlieues. Ce qui choque les gens, je pense, c'est pas tant qu'on veuille mettre un terme à la propagation de la haine, même de groupuscules catholiques. Ce qui choque les gens, c'est qu'on soit très très fort et dur avec ceux qui semblent un peu inoffensifs, et qu'on soit très faible avec ceux qui semblent beaucoup plus violents. Bien sûr. On va reparler de tout ça dans un instant. Moi, j'aurai un coup de gueule également à suivre. On se retrouve tout de suite. D'abord, notre gagnant, peut-être notre gagnante, c'est Joël. Bonjour Joël. Bonjour Valérie. D'où nous appelez-vous ? Alors, d'un petit village à la porte des Cévennes qui s'appelle Branou-les-Taillades. Branou-les-Taillades. Bon, écoutez, on est ravis de découvrir ce village ce matin. Vous préparez Noël ?
Oui, bien sûr. Oui. Bah là, malheureusement, j'ai le Covid, donc je suis au ralenti, mais bon, ça va quoi. La santé, ça va mieux. Bah écoutez Sud Radio. Je pense que tout ira mieux forcément. Alors c'est le moment d'ouvrir votre cadeau. Alors. Eh bien, écoutez, vous avez gagné un coffret d'une valeur de 300 € comprenant une sublime enceinte connectée, la Bubble Lamp Design avec chargeur à induction, votre enceinte radio étanche pour écouter même dans votre baignoire Sud Radio, sous la douche, et d'autres surprises connectées avec la marque Lexon. Vous pouvez aller voir évidemment comment cela fonctionne et tous les objets de Lexon Design sur leur site. Vous allez la garder ou l'offrir ? Ah non, je vais la garder. Ah bah, très bien. Eh bah, écoutez, voilà, ça vous permettra d'écouter encore plus souvent Sud Radio. Merci Joël. Tous les jours. Je suis branchée toute la journée. Eh bah, c'est très bien. Beaucoup. Merci pour votre fidélité. Passez de très bonnes fêtes. Nous, on se retrouve dans un instant pour continuer à commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Carrefour. Si je vous dis Philippe. De Jean-Paul Delperrier. Jean-Paul, vous êtes à Cagnes-sur-Mer aujourd'hui. Bonjour à vous, ma chère Valérie, bonjour à tous. L'hippodrome de la Côte d'Azur va nous accueillir aujourd'hui pour le tierce écarté Quintet Plus dans le prix 4Co. Un steeplechase long de 4200 mètres avec 14 concurrents. Là, le 13 Wolfer sera donc mon favori. Ce cheval est des plus réguliers dans la discipline avec l'As Galop du Large. 11 Revue de Prince, 5 Jouvencel, 6 Fortunato, 3 Seignon et 7 Jimble Moon. 13 As, 11, 5, 6, 3 et 7. En sélection du jour, Lyon-la-Soie, Réunion 4, course 5, avec le 11 Skipper. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Jonas Haddad, conseiller régional de Normandie. Vous êtes également avocat. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, également fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Alex Darmon, journaliste politique, et également vous dirigez une chaîne de débat politique sur YouTube, Les Indécis, et Régis de Castelnau, avocat. Votre blog Vue du droit, votre livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur, et membre de la rédaction de Front Populaire. On va revenir sur la loi immigration aujourd'hui. Faut-il des quotas de régularisation, entre autres, comme le propose Édouard Philippe? Est-ce que cette loi sera débattue aujourd'hui à l'Assemblée? On va essayer de démêler cela. On va parler des parents défaillants. Le gouvernement veut des travaux d'intérêt général. Bref, beaucoup de sujets avec vous. On continue notre tour de table. Jonas, vous vouliez revenir sur une information qui, selon vous, n'a pas été assez bien expliquée, c'est-à-dire cet accord européen sur l'intelligence artificielle. Alors, une information qui est passée totalement inaperçue, alors que pourtant ça va avoir des conséquences sur notre économie, notre société. Vous le savez, tout le monde regarde l'intelligence artificielle comme le nouveau défi du siècle. Et là, encore une fois, pour moi, l'Europe a failli. Pourquoi elle a failli? Parce que, comme le dit le proverbe, souvent l'Amérique innove, la Chine copie et l'Europe réglemente. Donc on n'a pas de champion d'intelligence artificielle, mais comme on est des champions de la régulation, on a décidé de réguler notre intelligence artificielle. Résultat des courses, nous allons peut-être devenir une colonie numérique, puisque le continent américain et le continent asiatique ne connaissent pas de telles réglementations. Donc eux, ils vont pouvoir continuer à développer ChatGPT, qui va peut-être potentiellement menacer la plupart des emplois dans ce pays. Les Asiatiques, et notamment avec les Chinois, avec TikTok, vont pouvoir continuer à développer des algorithmes d'intelligence artificielle qui captent l'intention de nos enfants et qui font en sorte qu'ils ne regardent même plus ce qui se passe dans les écoles. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On réglemente, on régule, surtout pour que n'existent pas et n'émergent pas des champions européens de l'intelligence artificielle. On fait exactement, pour moi, la même erreur que ce qu'on a fait notamment avec la fin de l'automobile thermique en 2035, c'est-à-dire en voulant avoir de bonnes intentions, mais en étant les seuls à les avoir, on ouvre la voie à des continents entiers qui n'ont absolument pas les mêmes intentions que nous, de la même façon qu'on l'avait fait à l'époque sur le nucléaire, en considérant qu'en arrêtant le nucléaire, on pourrait être autonome et souverain. C'est toujours le même mécanisme. L'Amérique innove, la Chine copie et l'Europe réglemente pour un sujet qui est tellement grave que l'intelligence artificielle. Mais oui, vous avez suivi ça. C'est très clair ce que vient de dire Jonas, et c'est très vrai, quoi. Malheureusement. Ouais. C'est ce qui s'était passé avec le RGPD, le règlement sur la gestion des données. Ils ont inventé Google et nous on a inventé le RGPD, quoi. Ouais. C'est-à-dire c'est vraiment
voilà, il faudrait investir dans une intelligence artificielle européenne, y mettre des centaines de milliards d'euros parce que c'est l'avenir, tout en évidemment réglementant. Mais voilà, ce sera à la marge, quoi. Régis, avec vous, on va revenir. Oui, vous vouliez dire quelque chose sur l'intelligence artificielle ? Juste une petite proposition pour les Jeux Olympiques. Faudrait mettre une épreuve de tir dans les pieds. Hein, je pense que les Européens seraient forts. Hein, ils auraient beaucoup de médailles d'or. J'aime bien la formule. Hein. Oui, l'Amérique innove, souvent en récupérant les ingénieurs du monde entier. La Chine copie et la France, l'Europe réglemente. Absolument. Je la garde. Merci. Mais t'as un copyright, confrère. Alors, voilà. Régis, vous, c'était un coup de gueule. Alors, non, un coup de gueule, c'est plutôt la consternation devant le niveau de nos gouvernants, quoi. C'est-à-dire que Madame Pannier-Runacher, qui ne semble pas, me dit-on souvent, les jeunes, le couteau le plus affûté du tiroir, mais il y a eu le problème de la bougie d'Hanouka allumée à l'Élysée. J'ai pas trop suivi. C'est du Macron, hein. Moi, c'est du Macron. Il va pas à la manif contre l'antisémitisme, et puis il fait ce truc-là que même le CRIF a critiqué. Hein. C'était peut-être pas le moment, c'était peut-être pas ce qu'il fallait faire. Moyennant quoi, Agnès Pannier-Runacher est interviewée par un journaliste qui lui fait part de ses critiques, qui ont été nombreuses quand même, et elle répond, mais pas du tout, on est très laïque, regardez, on a interdit la baya dans les collèges. C'est-à-dire que c'est, si vous voulez, on est très laïque puisque on tape sur les musulmans, hein, alors que et elle soutenait l'initiative d'Emmanuel Macron. Je veux dire, c'est ridicule, quoi, au bout d'un moment, d'être à ce point coupé des réalités. Alors moi, je suis partisan de l'interdiction de la baya dans les collèges, tout à fait. Mais le problème, prendre ça comme exemple pour justifier ce qui s'est passé à l'Élysée, c'était pas très malin. Et j'insiste, c'est pas très important. Je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui a regardé cette chaîne. Je sais pas laquelle c'était, mais ce qui me navre, c'est le niveau de nos gouvernants. Ouais. C'est quand même assez lamentable. Je crois qu'ils ont un peu ramé pour justifier effectivement ce qui s'est passé à l'Élysée. Non, il y a Madame Braun-Pivet qui a dit qu'elle pensait que c'était une erreur et que le président aurait mieux fait de venir à la manifestation. Il s'est justifié tout de suite derrière. Le président de la République, c'est une erreur, hein, clairement. Et il s'est justifié tout de suite derrière parce qu'on l'a vu vendredi en visite à Notre-Dame et au micro de vos confrères de France 2. Pour lui, il n'y avait pas d'erreur. C'était touché au sacré. Il fallait pas gommer la laïcité. La laïcité fait partie de la nation. Ouais. Celui qui a commis une erreur, c'est surtout le grand rabbin de France. Oui, absolument. Excusez-moi, Raïm Corsia, que je respecte beaucoup, mais qui honnêtement, c'est lui qui a commis. C'est lui qui, sans, à mon avis, consulter le chef de l'État, a allumé cette bougie. Après Emmanuel Macron est un peu le propriétaire de l'Élysée. Il aurait pu. Non, mais franchement, il y avait un chandelier qui était posé. Voilà, mais vraiment, Raïm Corsia, que encore une fois je respecte beaucoup, mais qui quand même, franchement, là, a mis le chef de l'État et quelque part la République en. Voilà, ça n'était pas à faire. Ce que je voudrais ajouter, Valérie, c'est qu'on vit une période qui est pas facile. Hein. L'importation du conflit, c'est une vraie question. Communauté juive la plus importante d'Europe, communauté musulmane la plus importante d'Europe, faut faire un peu attention. C'est tout ce que je dis. Moi, personnellement, ça m'a pas plus choqué que ça. J'ai pensé, justement, du point de vue du moment, que c'était plus qu'une très mauvaise idée. Et la réflexion d'Agnès Pannier-Runacher procède de la même désinvolture. Mais on disait vendredi peut-être que le président s'est aussi fait piéger. Bon, on va pas revenir dessus. Moi, je voulais signaler également ce qui se passe dans les Yvelines où une professeure de collège est menacée de mort parce qu'elle a montré un tableau du XVIIe siècle à ses élèves qui ont été offensés parce que il y avait des femmes nues, qu'on ne voit d'ailleurs pas très très bien. Donc c'est le lycée Cartier à ici dans les Yvelines. Donc les enseignants ont exercé leur droit de retrait. Je ne sais pas si vous imaginez où on en est aujourd'hui, des parents et les élèves et les parents choqués. Valérie, vous nous avez annoncé ça il y a 5 minutes hors antenne. Je trouve ça d'une
très grande violence et d'une gravité abyssale, quoi. Parce que franchement, l'origine du monde dans ce cas-là, on peut plus la montrer, alors que c'est une des œuvres majeures de l'histoire de la peinture. C'est vraiment, je pense que il faudrait qu'il y ait des réactions beaucoup plus fortes par rapport à ce fait qui souligne combien, par excès de wokisme, de féminisme mal placé, et pourtant je suis féministe, mais pas ce féminisme-là. Non, mais là, ça n'a rien à voir. Oui, mais j'aimerais savoir. Là, ça n'a rien à voir avec le féminisme. Mais comment je justifierais? Je retire ce que je me suis mal exprimé. Non, mais c'est pas si, ça peut avoir du sens. Mais je pense que les jeunes. Pudique. Non, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment un problème de culturel qui s'est disséminé dans notre société, qui était un wokisme totalement exacerbé et qui est en train de tuer la liberté d'expression. C'est pas si anodin que ça. C'est une forme d'alliance assez incroyable entre le wokisme qui restaure le puritanisme à l'anglo-saxonne et une forme d'entrisme islamique au sein des établissements. C'est-à-dire qu'en gros, ces deux courants de pensée réinstaurent la pudibonderie. Et cette pudibonderie, en fait, le rôle de la République, c'est pas de valoriser la débauche. Au contraire, c'est de valoriser la culture. Et de valoriser la culture, c'est d'être fort. Mais encore une fois, on aura ce débat tout à l'heure sur l'immigration, mais quand vous accueillez 500 000 immigrés par an, alors qu'avant on en accueillait 200 000 immigrés, il ne faut pas s'étonner de ces mouvements-là. Vous accueillez des peuples entiers qui ont des rapports différents à la femme et à la culture que nous. Mais évidemment que ça va poser des difficultés. Donc l'immigration, quand on en parlera tout à l'heure, n'a pas que des implications économique, elle a aussi des implications culturelles et civilisationnelles qu'on voit dès la plus tendre enfance. Mais là, c'est... Juste, on n'a rien appris, en fait. Les parents, les enfants n'ont rien appris de Samuel Paty. Vous avez vu ce documentaire sur France Télévisions qui montrait l'immersion dans cette école. Enfin, et quand vous nous dites ça et que vous nous annoncez ça à l'antenne, on peut être horrifié, en vérité. Là, c'est un tableau, c'est même plus un journal, c'est même plus une photo. C'est un tableau du XVIIe siècle, hein. C'est l'histoire, en fait. l'histoire. Bah oui, mais vous avez vu le sondage vendredi qu'on a évoqué ici. Je crois que c'est la moitié des sondés chez Musulmans de France qui estiment que les jeunes femmes pourraient refuser les jeunes filles d'aller à la piscine. Oui, mais comme le dit Jonas Haddad, ce n'est pas que l'islam radical, c'est aussi les wokistes c'est pas les aussi, jeunes, la génération gauchiste. C'est grâce au wokisme. C'est grâce à ça peut passer un peu plus facilement. C'est grâce au wokisme, c'est pas les wokistes. Non, mais c'est pas que des jeunes. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas que des jeunes musulmanes sous la dépendance. Non, je pense qu'aussi qu'à Sciences Po Paris, par exemple, vous auriez où il y a aussi d'ailleurs beaucoup de jeunes de confession musulmane, c'est pas le problème, mais vous avez aussi dans l'université française cette puribonderie wokiste venue des États-Unis qui est en train de laminer la liberté d'expression. On dit dans certains articles que c'est l'alliance des cheveux bleus et des cheveux voilés. Allez, on se retrouve dans un instant. On se retrouve pour évoquer la loi immigration et puis peut-être aussi dire quelques mots de Valérie Pécresse qui a repris. On n'est pas d'accord, Régis, sur le sujet. J'ai vu votre tweet qui a retiré le prix Simone Veil à Zineb El Razaoui après des propos où elle comparait Gaza et la Shoah. On y revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité. J'ai quelques petits énervements aujourd'hui. C'est lundi. Thomas Porte, député La France Insoumise, qui tweetait hier à propos de ces deux jeunes qui sont morts, les scooters qui ont refusé d'obtempérer après avoir brûlé un feu rouge. Il a tweeté immense tristesse au moment d'apprendre le décès d'un jeune homme. Bon, le deuxième n'était pas décédé de 17 ans. J'adresse mes pensées à sa famille. On ne devrait pas mourir pour avoir brûlé un feu rouge. On devrait surtout s'arrêter quand on est député, dire qu'on doit respecter la loi et qu'on doit s'arrêter à un feu rouge. Évidemment, personne ne doit mourir de cette manière à 17 ans, mais si tous ceux qui s'arrêtent ne meurent pas. Donc je trouve ce tweet particulièrement indécent et scandaleux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous faites logiquement votre travail de journaliste de parler de Thomas Porte, mais je pense que cette personne-là, on doit à peine en parler à partir du moment où il s'est disqualifié lui-même. Je vous rappelle que cet individu, pendant la réforme des retraites, a posé tout fièrement sur les réseaux sociaux avec un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt sur lequel il mettait son pied comme s'il l'avait décapité. Voilà. Donc quand
quand on a des guignols pareils qui font atteindre les bas-fonds de la politique, je me... C'est oui, vraiment... mais je trouve quand même que ce tweet est très représentatif de ce que pense toute une partie de la population qui ne mesure pas la gravité d'un refus d'obtempérer. Et il ne le mesure d'autant plus pas que la justice n'est jamais sévère avec ceux qui refusent d'obtempérer. Non, mais c'est surtout, c'est quoi? Voilà. C'est la loi de la jungle, oui, c'est-à-dire les policiers ne doivent plus interpeller les malfaiteurs, oui, personne ne doit mourir pour avoir grillé un feu rouge, personne, bien évidemment, sauf que quand on roule à vive allure, qu'on refuse, qu'on zigzague, qu'on prend des... S'il avait tué les gens, qu'est-ce qu'on aurait dit si le père et les 2 enfants qui étaient dans la voiture sous laquelle ils se sont hélas encastrés avaient été blessés, voire tués? Qu'est-ce qu'on aurait dit? Comment est-ce qu'on peut légitimer un refus d'obtempérer? C'est invraisemblable. C'est un encouragement à refuser d'obtempérer, et ça fait partie de la stratégie insurrectionnelle des Insoumis, qui consiste notamment à convaincre leur électorat de ne pas respecter la loi et les policiers qui sont en charge de la faire respecter. Oui, Régis ? Alors moi j'en ai marre si vous voulez, de ce discours compassionnel. Moi, j'ai des réserves de compassion. En ce moment, avec ce qui se passe au Moyen-Orient et en Ukraine, elle est un petit peu entamée. Effectivement, ce que vous dites, je suis pas d'accord, Valérie. Personne ne devrait. Mais si, les gens qui brûlent des feux rouges et qui ensuite filment pour ne pas être arrêtés à toute allure sur un scooter et finissent par avoir un accident, je veux dire, leur responsabilité est totalement engagée, voyons. Personne ne devrait mourir, j'en sais rien. Moi, ça ne me concerne pas, si vous voulez. Très bien, ils sont morts. Ok, c'est un fait divers. Il y a 30 morts par jour dans des accidents de voiture. Personne n'en parle. Et là, cette attitude de ce Thomas Porte, bon. Allez, on va pas être trop méchant quand même. Mais je trouve que c'est grave parce que c'est une instrumentalisation c'est complètement scandaleuse. Elle est démagogique. Elle vise à flatter le lumpen prolétariat. Elle vise à justifier le fait que toute cette délinquance du quotidien qui pourrit la vie des gens est normale. Et que c'est légitime puisque ils sont les plus pauvres, etc. Je rappelle quand même que dans l'affaire de Nanterre, et on verra comment, lorsque la procédure se poursuivra, ça se passe. Le policier auteur du coup de feu mortel, après toute une chasse, après un rodéo dangereux, par un personnage qui était effectivement doté d'un casier judiciaire chargé, a été mis en liberté au bout de 6 mois. C'est-à-dire que ça, c'est une décision qui n'avait aucun intérêt au plan judiciaire, c'est une violation de la présomption d'innocence, et c'est une décision qui a été prise sur des bases politiques. C'est ce que veut ce Thomas Porte. Il veut que politiquement ces gens bénéficient de passe-droit, c'est tout. C'est insupportable. Allez, on continue. Alors quelques mots, puisque là on a un désaccord aussi sur ce qui s'est passé ce week-end. Valérie Pécresse qui a retiré le prix Simone Veil à Zineb El Razoui. Zineb El Razoui qui était une défenseur de la laïcité. Elle était très engagée sur le sujet. Elle avait donc obtenu ce prix. Et c'est l'un des petits-fils de Simone Veil qui s'est indigné de ce qu'avait Aurélien Veil, oui, de ce qu'avait pu tweeter Zineb El Razoui à propos de Gaza, et en particulier la comparaison. Ce n'est pas, comme elle le dit, parce qu'elle a défendu les Palestiniens, la Palestine, Gaza face à Israël. C'est par rapport à ce comparatif, à cette comparaison particulièrement, qu'est-ce qu'on va dire comme mot, dégueulasse, oui, peut-être que c'est le bon mot, dans lequel elle compare la Shoah, la Shoah et ce qui se passe à Gaza. Donc Régis, vous n'êtes pas d'accord, vous dites que c'est du wokisme. Non. Je suis pas d'accord. Zineb El Razoui, moi j'ai pas été Charlie dès le départ. J'étais sur la même position qu'Emmanuel Todd. Quand on voit ce qu'est devenu le charlisme aujourd'hui, où la liberté d'expression est piétinée tous les jours, je n'avais pas complètement tort. Non, elle a eu cette. J'ai pas compris. Vous étiez pas Charlie, c'est-à-dire. J'ai pas compris, Régis. Excusez-moi. Je n'étais pas Charlie. J'ai trouvé que ce qui s'est passé autour de Charlie.
Vous n'étiez pas Charlie quand Je n'ai pas été Charlie en 2015, lorsqu'il y a eu l'attentat et où j'ai 2 amis qui ont été tués, c'est-à-dire que j'avais connu dans mon jeune temps, qui étaient Volinsky et Cabu. Et donc non, ce qui s'est passé derrière, la récupération, la manifestation, etc. Et moyennant quoi, l'achat obligatoire par les sociétés du CAC 40 des numéros et donc non, je savais très bien que la liberté d'expression n'était pas défendue. Bon, c'était pas le sujet là. Ouais. Le problème, c'est que effectivement, en 2019. Il y a eu un vote. On a demandé l'Île-de-France à accorder un prix, à donner un prix à Zineb El Razoui. Personne n'en a parlé. Je pense que c'est quelque chose de très peu important. Je signale. Moi, j'aimerais bien qu'on fiche la paix à Simone Veil plutôt de s'en emparer, de l'utiliser à toutes les sauces. C'est une personne extraordinaire. Oui, mais c'est son petit-fils quand même qui réclame ça. Oui, mais je vais y venir. Sur le petit-fils, j'ai fait une petite recherche sur Internet. Il y a 4 prix littéraires qui portent le nom de Simone Veil. C'est bon, c'est comme ça. C'est pas grave. Tout ça n'est pas grave, mais je pense que elle est à sa place au Panthéon. Et puis c'est très joli. Elle est avec son mari. Je trouve, moi, ça me plaît beaucoup. Même si à l'époque, quand elle était femme politique, j'étais en désaccord. Moi, j'étais en opposition avec elle. Mais c'est une personne de grand caractère, de très grande qualité. Je rappelle, pour la petite histoire, qu'elle était opposée au mariage gay et qu'elle allait aux manifestations. Toujours est-il. Non, mais ça, c'est de la méchanceté pure. Non, ce que je veux dire par rapport à ce prix, c'est que derrière, si vous voulez, que Valérie Pécresse se précipite comme ça, qu'Aurélien, c'est son prénom, je crois, qu'Aurélien Veil proteste, je comprends, les autres, non, j'ai rien vu passer. Ce sont des confrères, Jean Veil et je me rappelle plus. Le nom de l'autre, je sais pas ce qu'ils ont dit, mais se précipiter comme ça immédiatement, c'est vrai que cette comparaison est lamentable. Elle est lamentable d'abord parce qu'elle minore Auschwitz, excusez du peu, où a été Simone Veil, et deuxièmement, comment dire, attendez, ouais, alors attendez, je vais vous laisser reprendre votre souffle, on va marquer une pause et on continue parce qu'il y a des petites coupures et puis Jonas Haddad et Alex Darmon et Michel veulent vous répondre. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Ça s'est passé sur Sud Radio. Sabrina Agresti-Roubache, une amende pour consommation de drogue sera inscrite au casier judiciaire. Je demande à ce que ça le soit. Je ne sais pas si le gouvernement va le proposer, mais en tout cas, je suis favorable, c'est un délit. C'est pas rigolo de consommer de la drogue. C'est pas drôle. Sud Radio, parlons vrai. Quand on part en vacances, Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors on va parler du projet de loi immigration, mais tout de même revenons sur ce prix Simone Veil qui a été retiré à Zineb El Razoui pour avoir comparé, pour avoir fait une comparaison entre Birkenau et Auschwitz où a été évidemment détenue Simone Veil avec Gaza, pour avoir parlé de techniques génocidaires perfectionnées par Israël. Céline Pina, que vous connaissez bien, dit excellente décision. Quand on se rend compte qu'un athlète a triché, il perd sa médaille. Quand on se rend compte qu'une personne qui sombre dans l'antisémitisme s'est vu remettre un prix qu'elle piétine symboliquement, il lui est retiré, c'est juste. Jonas, vous vouliez réagir à ce que disait Régis sur le fait... J'ai pas terminé, moi. Oui, alors allez-y, mais vous avez fait J'ai pas terminé. Alors allez-y rapidement. Ce que je veux dire, qu'on comprenne bien, c'est d'abord l'opportunisme politicien démagogique de Valérie Pécresse. C'est maintenant qu'il faut le faire, non? Le tweet a été fait avant-hier, qu'est-ce qu'elle va pas attendre 10 ans? Ensuite, en 2019, on donne ce prix, ce qui n'avait pas beaucoup d'importance, je pense, et on le retire, ce qui n'a aussi aucune importance. Donc on en fait un événement, on en fait un incident, et je trouve... Du point de vue de Valérie Pécresse, que les enfants protestent, je comprends, mais que du point de vue Valérie Pécresse qui se précipite pour retirer le prix... Ils l'ont interpellé, c'est le conseil régional qui a donné cela, donc ils l'ont interpellé, donc elle avait une décision à prendre. Il y avait un jury, on avait fait voter les gens, et elle, l'autorité, elle le retire. Alors Jonas, moi je trouve que c'est de politicien opportuniste. Cette affaire, peut-être qu'elle est anecdotique, mais en fait elle révèle une chose,
chose, elle révèle le fond, notamment d'une pensée qui est articulée, très structurée de la part des frères musulmans, qui consiste, afin de mettre l'opprobre sur l'État israélien, de pratiquer une inversion qui est assez hallucinante, ça s'appelle la nazification du régime israélien. C'est-à-dire qu'en gros, c'est parfaitement théorisé, notamment dans les écrits des universités égyptiennes, c'est de dire, pour pouvoir décrédibiliser toute politique israélienne, il faut remettre l'Israélien dans le rôle du nazi. Or, et c'est pour ça qu'il faut aller sur le fond. Zineb El Razoui, on n'en parlera plus dans une semaine. Le fond des choses, c'est quoi? C'est de dire qu'en réalité, à aucun moment, il y a une pratique génocidaire qui a été pratiquée, puisque l'objectif n'est pas d'éliminer un peuple palestinien qui est lui-même la première victime du Hamas. Deuxièmement, et je citerai là pour terminer peut-être le débat là-dessus, quelqu'un qui ne peut pas être soupçonné de vouloir génocider le peuple palestinien. Il s'appelle Mahmoud Abbas. Et qui dit le premier responsable de tout cela, c'est le Hamas. Et qui dirige aujourd'hui la bande de Gaza, c'est le Hamas aussi. Alors que Madame Zineb El Razoui fasse un parallèle honteux avec l'extermination de populations qui étaient, je rappelle, il n'y avait pas d'armée juive contre les nazis. A priori, il y a une armée du Hamas qui dit qu'ils seront en guerre totale pour exterminer, comme disent les petits wokistes des universités américaines, from the river to the sea. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus qu'il y ait un seul juif sur cette terre qui s'appelle Israël. Donc en réalité, ce parallèle, il est hasardeux, même pas hasardeux, il est clairement gravissime. Et même si je comprends que Régis dise que c'est de la politique politicienne, à un moment, s'il n'y a pas des lignes rouges qui sont tracées sur le débat public de ce qui peut être dit ou pas, et ben en fait tout le monde dit n'importe quoi, et cette Zineb El Razoui qui a eu beaucoup d'influence grâce à ces prix-là, et ben peut-être qu'elle en aura moins grâce au fait qu'on les retire. Pas grâce à ces prix-là. Non mais attendez. Alors, Michel, très bien, mais alors appelez les habitants de Gaza des animaux. Pourquoi? Préconisez. C'est des ministres, ce sont des ministres. Préconisez le bombardement nucléaire. On parle de Régis. Arrêtez avec votre pacifisme. Arrêtez avec ton pacifisme à la petite semaine. Franchement, qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Qu'est-ce qui s'est passé 7 octobre. Le 7 octobre, il y a eu non seulement... qu'est-ce qui se passe maintenant? Non, je vais te le dire. C'est normal de dire que les Palestiniens sont des animaux, parler au moins 5 minutes. Moi, j'ai rien dit. C'est normal. Attendez, laissez parler Michel. Je prends mon tour. Le 7 octobre, il y a eu non seulement un crime contre l'humanité, mais il y a eu aussi une déclaration de guerre. Le Hamas est entré en guerre contre Israël. Et donc, tout ce qui se passe depuis, c'est la réponse d'un pays qui a été attaqué, à qui on a déclaré une guerre. Et donc, bien sûr que je regrette les morts civiles palestiniennes. Je les regrette et je les pleure autant que les morts israéliennes. Mais c'est parce que une guerre a commencé et que Israël ayant été attaqué dans son existence même, from the river to the sea, eh bien, la riposte était nécessaire. Et malheureusement, j'espère qu'elle va durer le moins longtemps possible, mais elle était nécessaire parce qu'une guerre a commencé. Voilà ce qui se passe. Donc arrêtons. Et Israël ne considère pas... Régis, vous confondez tout. La guerre n'a pas commencé. Non mais vous confondez tout. On parle de Zineb El Razoui, on parle pas. Elle a commencé en 1948. Non mais là vous confondez. Mais on parle pas de ça, Régis, on parle de propos. On est très clair sur ce dont on est en train de débattre. C'est les propos de Zineb El Razoui qui a comparé les camps de concentration, la Shoah, avec ce qui est en train de se passer en Israël. On parle d'un génocide. Elle parle de génocide. C'est nul. Bon, donc voilà, point barre. Mais traiter les Palestiniens d'animaux, c'est exactement la même chose. Non mais qui a dit ça? Non mais Régis Castelnau le fait écho aux propos de Galante, du ministre de la Défense, qui, soyez précis, confrère, parce que je sais que quand on est avocat, il faut être précis dans les termes. Il a dit, les personnes qui nous ont déclaré la guerre sont des animaux à visage humain, parlant des assaillants du Hamas. Voilà. Soyez précis, parce que l'ambiguïté, là, elle est pas à votre honneur. Alors, bon, on va juste pour réagir. Herzog disant il n'y a pas de civils innocents. La plus jeune tuée, elle avait 7 jours. Non, mais juste pour réagir sur Zineb El Razoui. Non, attendez, c'est pas sérieux. Bah oui, c'est pas sérieux, effectivement. Non, mais effectivement, c'est pas sérieux.
dans le gouvernement israélien qui disent des conneries. Mais tout le monde est d'accord. Chez nous, il y a des gens qui disent des conneries. Oui. Mais là, on parle de Zeinab El-Razoui qui a reçu un prix en 2019 qui est le prix Simone Veil. Qu'est-ce que c'est ce prix Simone Veil? Parce qu'on l'a même pas dit. Hein. Bien sûr. Ce prix Simone Veil, c'est un prix qui est remis à des autrices qui écrivent des livres, des ouvrages ou qui ont des combats qui sont en rapport avec la mémoire de Simone Veil, avec la mémoire de Simone Veil. C'est important de le dire. Elle a gagné ce prix en 2019 parce que c'est vrai qu'elle avait un combat, qu'elle avait des paroles, qu'elle avait des écrits qui avaient un écho, qui luttait contre l'islamisme radical, qui luttait contre les féminicides, qui luttait tout simplement, bref, pour la place de la femme dans la société. Aujourd'hui, c'est parallèle dégueulasse qu'elle fait. D'ailleurs, je remarque qu'elle n'en a fait aucun, qu'elle n'a pas pris la défense une seule fois des victimes de féminicide ou de viol du 7 octobre, qu'elle ne s'est attachée qu'à parler, et c'est son droit, son droit, qu'à parler des victimes dans les territoires de Gaza. Elle ne l'a pas fait, elle n'a pas défendu dans le même temps les victimes israéliennes. Et donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on lui retire son titre. Ce n'est pas pour les propos ou ses prises de position face aux leaders israéliens ou aux ministres israéliens. C'est parce que elle n'a pas respecté la mémoire de Simone Veil en faisant ça. En tout cas, c'est ce que dit les ayants droit de Simone Veil, ses petits-enfants, et Valérie Pécresse tient son rôle de politique, puisque c'est elle qui remet le prix à ce moment-là. Et les propos des responsables israéliens n'ont rien à faire là-dedans. Stop. Allez, on va marquer une pause et on va parler du projet de loi immigration. Premier test d'emblée pour l'exécutif. On va essayer d'y comprendre, d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui va se passer cet après-midi à l'Assemblée. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Cette semaine, écoutez Sud Radio et à tout instant, ouvrez vos cadeaux en direct. Au pied du sapin, des bons d'achat d'une valeur de 75 € avec le leader du cadeau personnalisable, cadeau.com. Votre séance photo professionnelle en famille avec la shooting box, des savoureux ballotins de chocolat et de truffes avec Jeff de Bruges, des coffrets de couteaux de table de prestige aux couleurs de Sud Radio, issus des célèbres ateliers Perceval et des tonnes d'autres surprises. Pour gagner, écoutez Sud Radio tous les jours et tentez de remporter votre cadeau qui vous attend au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Joyeux Noël! Augmentez vos chances de gagner en vous abonnant aux réseaux sociaux de Sud Radio. Ce week-end, le e-Trophée Andros est en Andorre. Dernière édition du e-Trophée Andros avec Sud Radio. Retrouvez les virtuoses de la glisse pour la plus grande course sur glace du monde. Toutes les infos sur trophéandros.com. Infos, résultats et le direct des courses en live streaming sur trophéandros.com. Le e-Trophée Andros, la plus grande course sur glace au monde. Avec le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi. Il faut que nous parlions du projet de loi immigration. C'est à l'Assemblée nationale cet après-midi. Alors ce n'est pas le projet de loi qui va être débattu, c'est cela. Le fait de pouvoir en débattre. Voilà, c'est le fait de pouvoir en débattre. Donc peut-être que vous pouvez nous faire un petit point, Alex Darmon, vous qui êtes journaliste politique, sur l'enjeu de cet après-midi où il y a des motions de censure, de rejet. C'est motion de rejet, très précisément. Donc qu'est-ce qui se passe s'il y a un rejet ? Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, donc il n'y a pas de loi. C'est-à-dire que le texte de loi, il repartira au Sénat. Il repartira au Sénat pour essayer de l'affiner. Non, il y a 3 possibilités. Alors, oui, mais là, a priori, c'est celle-là qui sera retenue. Hein. Pas sûr. Il peut y avoir une commission paritaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Ah bah non, d'office. Si, c'est pas. C'est parfaitement. Il y a 3 possibilités. Étant donné que c'est pas un texte de majorité au Sénat. Non, soit le gouvernement retire le projet, définitivement. Ce qui est une vraie possibilité. Deuxièmement, ça part au Sénat, mais il peut aussi y avoir la décision d'éviter tout débat à l'Assemblée nationale ultérieurement et d'organiser tout de suite une commission paritaire parlementaire qui clôturerait le débat en quelques jours. Et laquelle commission est à majorité de droite. Donc cela signifierait que la version du Sénat serait en fait certainement adoptée au final, ce qui à mon avis arrangerait Gérald Darmanin. Ah, moi j'y crois pas une seconde. Hein. Très honnêtement, je pense que ça m'étonnerait beaucoup qu'elle reparte au Sénat, étant donné que ce n'est pas un texte de la majorité, que c'est un texte de la majorité sénatoriale, mais pas de la majorité gouvernementale. Donc ça m'étonnerait qu'elle reparte au Sénat, et je pense, à mon avis, cet après-midi, personne n'est capable de vous dire si la motion de rejet va être votée. Il y a eu 3 motions de rejet qui ont été déposées, une LR, une RN et une Europe Écologie Les Verts. Quand vous avez 3 motions de rejet, il y a un tirage au sort pour en retenir qu'une seule, c'est celle d'Europe Écologie Les Verts. Honnêtement, moi je vous donne mon analyse, je sais pas, et on a quelqu'un de LR sur le plateau, je ne vois pas comment LR ou RN puissent voter cette motion de rejet et après dire
Bah ouais, mais bon, on n'a pas débattu. L'immigration est un sujet. Enfin, c'est quand même les sujets de base de campagne électorale, tant du RN que de LR. S'ils votent cette motion de rejet, je vois qu'une seule explication, c'est parce qu'il y a les européennes qui arrivent et qu'ils ne veulent pas parler d'immigration avant les élections européennes. Ce qui est politiquement possible d'ailleurs. Jonas, c'est vrai que les LR et le RN, Marine Le Pen hier était en interview et pareil, n'a pas donné d'indication sur le vote qui serait le sien, qui serait celui du RN. Donc on ne sait pas ce qui va se passer jusqu'à l'ouverture. Et je précise que ce n'est pas la loi qui est votée, c'est la possibilité de débattre de cette loi. Jonas. Moi, je suis pas parlementaire, mais collectivement, je pense qu'effectivement, ce qu'il faudrait, c'est faire en sorte que ce texte puisse arriver au débat devant l'Assemblée nationale. Et quitte à le planter, quitte à dire qu'on refuse et on rejette ce qui est prévu, il faut pouvoir en débattre. Ce que je rappelle quand même une chose, parce qu'on fait semblant que... C'est pas ce que dit Eric Ciotti dans Le Parisien hier. Bon, moi, la seule chose que je veux dire, c'est que potentiellement, l'Assemblée nationale va avoir un texte qui n'a rien à voir avec le Sénat. Non. Je rappelle que le rapporteur du projet de loi immigration concernant le gouvernement n'est autre que Sacha Houlié, qui est l'incarnation de l'aile gauche du macronisme, et que déjà ne figure plus dans la loi l'AME, la suppression de l'AME, ne figure plus dans la loi. Vous imaginez quand même ce qu'ils ont supprimé, la déchéance de la nationalité pour des gens qui sont coupables d'homicide. C'est-à-dire qu'on ne retire même pas la nationalité à quelqu'un qui tue un autre Français. Ne figurent plus les mesures qui sont relatives aux allocations sociales. Et donc évidemment, ce texte est redevenu un texte de en même temps et de lâcheté. Le durcissement sur le regroupement familial aussi a été tout a été rejeté, enlevé. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le paradoxe assez hallucinant de ce gouvernement, c'est de dire on est tellement dans le en même temps, on est tellement dans la posture qu'on est prêt à faire passer un texte au Sénat qui ne sera même plus le même à l'Assemblée nationale. Mais Régis, peut-être? Moi, j'ai pas... Non, je vais passer mon tour parce que j'ai pas trop suivi le débat. Ouais. Donc là, j'écoute, j'apprends. Et bon, j'ai pas mal braillé dans le reste de l'émission. Donc. Non, mais c'est vrai que mon tour parce que. Non, mais c'est-à-dire que là, on est. Je dirais pas de choses intéressantes. Vous parlez de politique politicienne, c'est vraiment ça. Pour le coup, c'est pas l'intérêt des Français qui est en cause. On a besoin d'un texte sur l'immigration. C'est un texte qui doit être débattu et c'est pas ce que dit Eric Ciotti dans Le Parisien. Il dit clairement que le projet de loi présenté par le gouvernement ne correspond pas du tout aux attentes des Français et que grosso modo, du coup, ça sert à rien d'en discuter. Et franchement, si on s'en tient à ce qu'il a dit hier, le risque que LR vote la motion de rejet, c'est-à-dire qu'effectivement il clore le débat, ça risque d'être le cas. Moi, j'aimerais pousser un petit coup de gueule, Valérie, qui est lié à ce sujet. Dans une grande interview au JDD, Édouard Philippe, dont Gérald Darmanin a dit hier sur Brut qu'il était aujourd'hui le mieux placé pour reprendre le flambeau d'Emmanuel Macron à la présidentielle, il dit une chose que je trouve vraiment hallucinante. Sur la question du délit de séjour irrégulier, qui donc avait été supprimé en 2012, si je me trompe pas. Donc aujourd'hui, ça n'est pas un délit d'être de façon irrégulière sur le territoire français. Et donc dans le projet de loi, il y a le projet de remettre le délit de séjour irrégulier. Édouard Philippe nous dit, donc futur candidat à l'élection présidentielle et peut-être leader de la Macronie, il nous dit on peut peut-être prévoir, on peut tout à fait imaginer le cas échéant, donc il rejette le rétablissement du délit, il dit on peut tout à fait imaginer le cas échéant une amende. C'est-à-dire que c'est ça le projet immigration d'Édouard Philippe, ce serait de mettre des amendes à des personnes qui sont de façon irrégulière sur le sol français. Je trouve que c'est vraiment le résumé de la doctrine fragile, faiblarde et pour ne pas dire complaisante de l'actuel pouvoir sur une question aussi majeure que celle de l'immigration. Avec un petit addendum quand même où le groupe Horizon, il me semble, se distingue en allant demander avec les Républicains pour le coup la fin des accords dérogatoires sur l'Algérie. Voilà, où là effectivement en 1968 il y a eu des accords qui octroient des privilèges assez hallucinants aux Algériens, mais c'est l'héritage d'une histoire. Héritage d'une histoire qui fait que, d'ailleurs, à chaque fois qu'on va en Algérie depuis, on se fait cracher dessus. Hein. Donc voilà, c'est juste, voilà. Et donc c'est peut-être le moment, quand quelqu'un vous crache dessus, d'arrêter de lui donner autant d'avantages. Sauf que politiquement, c'est compliqué. Enfin, ça veut dire aussi que les relations
diplomatique entre la France et l'Algérie risque d'en prendre un coup. Vous savez ce qui s'est passé en termes de prise de coup sur les relations diplomatiques? Dès que Emmanuel Macron est parti, il a pris l'avion, le président algérien a annoncé le rétablissement dans l'hymne national algérien des couplets anti-français. Rappelez-vous, dans ce cas-là, continuons à se faire cracher dessus. Au moment du drame de Naël, de la mort de Naël, du jeune Naël, rappelez-vous que les Algériens avaient réagi en disant que c'était honteux que leurs ressortissants en France soient traités comme cela. Simplement pour revenir sur ce projet de loi, sur le programme immigration, il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est, on va pas se mentir, l'une des priorités principales des Français, l'immigration aujourd'hui, dans le débat public. C'est l'une des priorités principales des Français. Comment vous pourrez expliquer demain, en étant chez LR ou chez RN, quand vous en avez fait un point central de votre campagne présidentielle, c'était le cas pour Valérie Pécresse et c'est le cas depuis 3 campagnes pour Marine Le Pen, de ne pas même aller voter au débat, que le texte ne vous plaise pas, et je dis pas ça à vous, Jonas, en général, que le texte ne vous plaise pas quand vous êtes chez LR ou chez RN, ok, très bien, mais l'Assemblée elle est là pour ça, le Parlement il est là pour ça, pour en débattre, pour l'amender, pour apporter des points de précision. S'il n'y a même pas débat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on enterre le truc, qu'on passe à autre chose, et que, effectivement, moi je vous dis, l'analyse que j'en fais, c'est que on ne veut pas parler de ce sujet-là pour qu'on ait un vrai sujet de campagne, un vrai sujet de débat au moment de l'élection présidentielle, mais il faudra pas demain reprocher à Renaissance, à Gérald Darmanin de ne pas avoir voulu en parler. Même ce matin, Gérald Darmanin dit, sur une proposition que je trouve plutôt intéressante de la part des LR, instaurer dans le texte, au moins une fois par an, de débattre de l'immigration au Parlement. Ça, c'est intéressant. C'est un point que le ministre de l'Intérieur accepte de mettre dans son projet. Si vous n'allez même pas débattre de ce point-là, il n'existera jamais. Ce que je veux vous dire par là, en fait, c'est que on enterre un projet de loi, on peut très bien le rejeter, faire une motion de censure si on décide de ne pas le voter d'ici 3-4 mois après les discussions, et ça sera beaucoup plus payant que de ne pas en parler même au Parlement. Je pense juste que pour le coup, en fait, comme souvent, le gouvernement et notamment Emmanuel Macron a beaucoup tardé pour lancer ce projet de loi. Je rappelle qu'il devait partir après l'affaire de Lola, qu'on a assez rapidement oublié, et que comme d'habitude, au niveau du gouvernement, ça a procrastiné. Et évidemment, à ce moment-là, des fractures sont apparues. Deuxièmement, on parle des Républicains et du rôle qu'ils ont joué. Pardonnez-moi, mais les Républicains dirigent le Sénat. Et c'est eux qui ont fait ce travail minutieux de reconstruction de ce que c'est qu'un équilibre de texte. Et le problème, c'est que on a fait ce travail de reconstruction d'un équilibre de texte, et arrive là le en même tentisme qui fait qu'on passe à Sacha Houlier, l'aile gauche du macronisme, le soin de découper à la hache tout ce qui a été construit conjointement avec le ministre. Donc en fait, il est président de la commission des lois. Oui, mais ils sont tellement en même temps qu'entre le gouvernement et la majorité, ils ne savent même pas où ils habitent. Donc évidemment, Macron a ce qu'il obtient toujours, c'est-à-dire un chaos, et il pense qu'il est toujours au-dessus du chaos. Sauf que la difficulté, c'est qu'il a un problème. Ils habitent au centre. Régis, vous avez peut-être un avis quand même sur ce qui vient d'être dit là pour le coup. Bah oui, je pense que vous aurez des choses à dire. Je remercie les autres débatteurs de m'avoir fourni quelques infos, mais je vous entends parler de l'envie de ne pas débattre de ce texte pour en faire le sujet des élections européennes du mois de juin prochain. C'est terrible, ça. Oui. C'est terrible parce que ces élections européennes qui vont mobiliser 25% de l'électorat, qui vont aboutir à un résultat qu'on connaît déjà, c'est-à-dire que le RN sera magnifique, il sera à 28%, comme en 2015. Et en 2027, on aura Gabriel Attal qui sera élu, parce qu'on aura liquidé le candidat LR, comme on l'a fait en 2017. Bon, eh ben écoutez, si le monde politique en est là, c'est dramatique, alors que c'est une question, vous avez raison, c'est une question totalement essentielle aujourd'hui, totalement essentielle, auquel tous les pays d'Europe d'ailleurs sont confrontés. Et il serait temps. Alors bon, c'est le 20e, il y en a déjà eu 20 depuis une trentaine d'années, des textes relatifs à l'immigration. Ça reste... Monsieur Philippe, il dit une amende. Non mais pour les irréguliers qui par conséquent n'ont pas de travail, etc. Ils n'ont pas de. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les saisir. On va saisir quoi? Oui. Non, mais c'est absurde. C'est absurde. Et quand il parle de quotas de régularisation, donc vous en pensez quoi? En fait, les quotas de régularisation n'ont de sens que s'il y a des quotas d'immigration. Oui. Donc si vous dites, on fait rentrer tant de personnes de tel pays avec telle qualification, oui, dans ce cas-là, on peut dire, il y a des quotas de régularisation, ce qui est le système qui marche dans 90% des pays. En fait, ce serait une solution, pas la quota de régularisation, mais globalement les quotas,
de dépassionner un peu tout ça. On est un pays dans lequel on a une économie. Cette économie, elle a une situation. On a besoin, pour notre économie, d'avoir des gens qui ont une qualification X, une qualification Y. Parfois des gens qui n'ont pas de qualification, parfois des gens qui ont une grande qualification. Et si on pouvait débattre effectivement annuellement de ce sujet, ça dépassionnerait tout ça. Et enlever les sujets identitaires, on n'en a objectivement rien à faire. Deux petites choses. Les entrepreneurs, les organisations patronales réclament une loi et la possibilité. Non, il y en a beaucoup. Non, pas du tout. Martin du MEDEF a dit nous n'avons jamais réclamé cette loi. Non, mais il demande la possibilité de régulariser des sans-papiers qui travaillent. Déjà, parce que c'est une réalité de notre pays. Vous avez beaucoup de sans-papiers qui travaillent dans plein de secteurs en tension. Et la deuxième chose, moi je suis pour une immigration pas par quota. Moi je suis pour une immigration à la carte, individualisée. Parce que de nos jours, avec tous les moyens technologiques, on peut faire des recrutements à l'étranger. On a besoin d'informaticiens qu'on a recrutés en Inde parmi les meilleurs informaticiens du monde en faisant des sélections à distance, par Zoom, etc. Ensuite, si on veut l'embaucher, ils vont au consulat le plus proche de France et ensuite ils viennent en France. Oui, on a tous les moyens de développer une immigration à la carte, personnalisée au maximum par rapport aux besoins de la société. Vous voyez qu'il faut en débattre. Oui, bien sûr qu'il faut en débattre. Parce que le texte, il est loin d'être parfait. Absolument. Même rien que sur l'immigration légale, honnêtement, il y a plein de choses encore à faire qui n'ont pas été abordées dans ce texte, et donc il faut en débattre. Merci à tous les quatre, et on se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Tout de suite, c'est André Berkoff avec vous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.